Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Éric Coquerel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans la causerie à distance, hein, évidemment, Covid-19 oblige. Tiens, dans la causerie, on a pris l'habitude de demander à nos invités de se présenter sans utiliser le terme politique. On oublie que vous êtes un homme politique. Comment vous pourriez vous présenter, tiens? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je ne me sens pas spécialement un homme politique. Alors, ça tombe bien, enfin, avec toute l'acceptation du terme qui serait l'idée d'une carrière politique ou je ne sais quoi. Moi, je suis quelqu'un engagé, voilà, depuis très longtemps. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu des premiers engagements sur questions de justice sociale, la question de construire un nouveau monde. Voilà. J'étais un peu de la génération post-68, vous savez. Et donc, dans les années 70, à chaque fois que le printemps revenait, on était un certain nombre à se dire, bon, bah, cette fois-ci, ça réussira peut-être. Donc, j'ai toujours été engagé et je ne me sens pas une carrière politique. En dehors de ça, j'ai toujours travaillé dans ma vie parce que j'ai toujours considéré qu'on ne devait pas dépendre de la politique, justement, d'un point de vue matériel. Parce qu'à partir de là, il y a de fortes chances que vos idées passent après les conditions matérielles. Ce qui fait que j'ai fait plein de boulot. J'ai travaillé jeune. Et notamment, le plus important était de travailler dans les courses de bateaux, de voile, ça peut paraître paradoxal, pour des navigateurs, voilà, j'ai travaillé à peu près pour toutes les plus grandes courses françaises, dont le Vendée Globe, qui va partir là où j'étais un des organisateurs du premier. Voilà, et sinon, écoutez, j'aime beaucoup de choses. J'aime bien le sport, j'aime bien lire, j'aime bien le cinéma, j'aime bien la vie. Mais c'est vrai que, par contre, depuis que je suis député, je dois dire qu'une grosse partie de mon activité, quand même, a un lien Oui, jour occupé et par une ça, partie des nuits avec mon engagement, avec mon mandat. évidemment. C'est Éric mon mandat de vie. Coquerel, j'ai envie de vous dire, bon, vous avez l'air plutôt en forme. J'avais envie de vous dire comment allez-vous puisque vous avez eu le Covid-19, justement. Tiens, faites-nous partager un peu les choses. Vous avez souffert? C'est une maladie un peu stressante. C'est comme une grippe. Enfin, moi, je l'ai eu comme une grippe. Il y a des gens pour qui c'est plus grave, hein. Donc, ça a duré 2 semaines avec un état grippal, de la toux. Et comme je suis asthmatique, la chose stressante, c'est qu'on vous explique que c'est entre le 7 et le 10e jour où tout d'un coup, les choses peuvent déraper. Voilà, vous retrouvez avec un état grippal et vous retrouvez tout d'un coup à l'hôpital. Donc, pendant ces jours-là, j'ai pas mal stressé, en fait, parce que Hmm. j'écoutais ma respiration. Hmm. Bon, et maintenant, je suis crevé. Voilà, et puis je suis assez oppressé. Mais Là, il y a paraît-il une que le fatigue, virus là, n'est quand plus même. là. Il y a une fatigue dans la Oui, il y a respiration. une Vous fatigue. sentez une oppression. Ouais. Ouais, non, mais c'est une cochonnerie, hein, Hmm. C'est une le virus. cochonnerie. De toute façon, C'est une c'est une cochonnerie. cochonnerie. Voilà. Alors tiens, justement, est-ce que vous avez fait appel, pourquoi pas, j'en sais rien, soi-disant qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui ont fait appel à lui. Est-ce que vous avez fait appel, Éric Coquerel, au professeur Raoult? Est-ce que vous avez pris de la chloroquine en Non, non, douce? non, non, Non? non, 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 pas du tout. Je vais pas faire de la pub, je vais pas vous donner la marque, mais j'ai fait du paracétamol, c'est tout. Ouais. Vous auriez pu en prendre? Vous vous êtes posé la question ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas- Non, parce que, écoutez, j'ai un peu suivi cette histoire. Alors d'abord, bon, le personnage est controversé. Il y a eu des choses intéressantes qu'il a pu faire, notamment par exemple, décider de faire des tests de manière massive. Ça, je pense qu'il avait raison. À une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous disait Bien quasiment que sûr. les tests ne servaient à rien. Mais par ailleurs, bon, par exemple, il a dit qu'il serait sûr qu'il n'y ait pas une deuxième vague. Il y a bien une deuxième vague. Et puis moi, je crois, je n'ai pas un caractère très complotiste. Donc quand, au bout d'un moment, les organisations type OMS et autres disent qu'on n'a pas vu preuve véritablement d'amélioration et que le médicament en question, j'étais pas dans un état suffisamment grave pour me dire que je devais faire n'importe quoi. Donc non, je ne l'ai pas Hmm. pris. Voilà. Hmm. Dites-moi, puisqu'on parle du Covid, de la Covid-19, on voit quand même ces dernières semaines que le gouvernement a beaucoup de mal à gérer finalement la situation et avoir une visibilité, une vision. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays européens où c'est un peu la même chose finalement, mais quand même, est-ce que cette pandémie est plus mal gérée selon vous par Castex aujourd'hui que par Édouard Philippe hier? Ah bah ça va de mal en pis.
Mmh. Parce que c'est au moins ce qu'on peut dire. C'est-à-dire, on peut reprocher déjà au premier gouvernement, et donc déjà Emmanuel Macron, parce que vous remarquerez qu'il est dans les deux. Hein. Enfin, C'est ça, il n'a pas toujours là, changé. voilà. Oui. Voilà, il n'a pas changé. On peut reprocher au premier gouvernement de ne pas avoir anticipé suffisamment rapidement l'épidémie. Il y avait des indices, on les connaissait, il y avait des gens qui déjà quand même sonnaient l'alerte, et le gouvernement a vraiment traîné. Et je pense que, par exemple, le fait d'avoir maintenu les élections, moi je m'étais opposé dans les derniers jours parce qu'il Mmh. me semblait qu'il y avait vraiment des signaux qui étaient négatifs. Et surtout, ce que je pourrais reprocher à ce premier gouvernement, Édouard Philippe, mais ce n'est pas le seul, parce qu'il n'est pas le seul responsable, c'est qu'ils ont tellement appauvri l'hôpital public et la santé publique, tellement appauvri l'État, qu'ils ont mis le pays dans une situation où une crise épidémique a été amplifiée par cette incurie. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Castex, c'est encore pire, parce qu'il y a ça, d'accord, c'est la même famille politique, mais lui, en plus, c'est monsieur déconfinement qui devait être capable, tant que faire se peut, d'anticiper la suite. Bah, il ne l'a pas anticipé. Voilà, c'est ce qu'on peut constater. Macron disait en juillet, on est prêt, bah, on était prêt à rien. L'hôpital, rien n'avait été fait. Il n'y a pas eu de chambres ouvertes, il y en a même eu de lits ouverts, il y en a même eu des fermés. D'un point de vue, vous savez, je suis bien placé pour le savoir. Bon, je prends un exemple très concret, le fameux tester, isoler, tracer. Ben, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai donné plein de cas contacts à l'ARS, il n'y en a pas un qui a été appelé. Ce n'est pas la faute de l'ARS, certainement, du personnel, mais je pense que tout le monde est débordé. Mais ça, le gouvernement aurait dû s'y préparer, puisqu'on nous dit que c'est une guerre. Donc vous mobilisez. Je prends un autre cas, isolé. Mais qui personne n'a été isolé? Bon, moi, il se trouve que j'avais la chance d'avoir un appartement de ma famille qui était disponible, de mon père qui était parti ailleurs s'isoler, donc j'ai pu y aller. Mais si je n'avais pas pu, bah, toute ma famille devait me supporter avec Avec mon le Covid. virus. Mmh. Et c'est ce qui se passe pour tous les Français. Donc, isolés, ils n'ont rien prévu. Je vous rappelle qu'ils avaient dit on va mettre des chambres d'hôtel à disposition. Ils n'ont rien fait. Tester le test, on sait que c'est difficile d'avoir les rendez-vous. Des fois, vous les avez au bout de 3-4 jours, et puis vous attendez plusieurs jours pour avoir le résultat. Donc, la raison pour laquelle il est fait ne sert à rien. Et puis enfin, soigner, bah, ils sont dans l'incapacité aujourd'hui, disent-ils, d'aborder une deuxième vague. Donc voilà, c'est un constat absolument d'échec. Ouais. Dites-moi, vous avez remarqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi oui, on n'applaudit plus les soignants à 20 h. Est-ce que ce n'est pas un signe que quelque chose a changé? Ce que je crois, c'est que les gens sont toujours redevables et ont toujours une haute estime, ils ont bien raison, du métier de soignant. Maintenant, le problème aussi qu'il y a un petit peu dans la question des applaudissements, c'était il y avait un côté, comment vous dire, C'était too much à votre avis? non, 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 pas du tout. Moi, j'ai applaudi. Non, non, non. Moi, j'aime bien les expressions de solidarité. Mais les gens ont plus l'impression, cette fois-ci, d'avoir envie, à mon avis, s'ils avaient quelque chose à faire, de se tourner vis-à-vis du gouvernement et dire qu'est-ce que vous avez fait, quoi. D'avoir une colère. Pourquoi, par exemple, là, il y a plein de mécontentements. Pourquoi on nous dit, on confine toutes les activités de loisirs, familiales, de réunions culturelles et autres, mais d'un autre côté, on vous oblige et surtout les plus défavorisés, parce que ce sont eux en général qui ne font pas du télétravail, à aller dans les métros, à aller travailler, etc. Donc la première fois, je pense que les gens se disaient bon, bah, il n'y a pas d'autre solution, il faut vraiment faire un effort, on applaudit ceux qui nous soignent. Là, je pense que le mécontentement l'emporte, non pas sur les soignants, hein, je dis bien, mais c'est plutôt ça aujourd'hui, à mon avis, qui est du ressenti. Voilà, je trouve que du coup, les expressions de ce type-là passent un peu derrière. Alors, vous me direz si d'ici quelques jours, à nouveau, et malheureusement, c'est ce qu'on craint, paraît-il, on a à nouveau des images de soignants débordés qui font tout leur possible, qui eux-mêmes tombent malades. Il est fort possible qu'à nouveau, on ait des actes de solidarité, mais moi, j'ai l'impression que là, c'est le désenchantement qui l'emporte et un peu la colère. Et la colère, je la comprends, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que fait le gouvernement. Dites-moi, est-ce que tout ça, donc une situation mal gérée,
on le voit bien, des commerces qui sont mal en point puisqu'ils sont fermés. J'imagine que chez vous, en Seine-Saint-Denis, il y a des commerces qui sont mal en point et qui vont encore l'être plus dans les semaines et les mois qui viennent, inévitablement. Est-ce que finalement ce virus, avec toutes les conséquences qu'il peut avoir, met en danger quelque part notre démocratie, à votre avis? Parce que, par exemple, Ah prenons bah, un exemple tout simple, les régionales à venir, on n'est pas sûr qu'elles aient lieu. oui, et puis très franchement, je vais vous dire mon point de vue. Bon, je suis déjà, a priori, elle devrait être au moins reportée. Je suis déjà satisfait parce que alors, le pire, c'est de faire des élections sans campagne, Mmh. des élections light, hein, où on transforme les gens en des gens qui sont spectateurs des réseaux sociaux, avec lesquels on ne peut pas débattre, argumenter. Ce n'est pas l'image que je me fais de la République, de la démocratie. Mais il y a pire que ça, c'est que je vous rappelle quand même qu'on est dans une situation où on vote loi d'état d'urgence sur loi d'état d'urgence. On a beau dire, mais l'état d'urgence, c'est un état d'exception. C'est le fait de donner plus de pouvoir à l'exécutif, à la police, par rapport à des privations de liberté publique. Donc, un pays qui s'habitue à la privation de liberté publique, c'est jamais bon. Alors, on pourra dire, bon, bah, Mais après, la question, c'était de dire comment faire autrement pour qu'il n'y ait comment pas faire ces autrement? interactions. Oui, mais d'accord, mais à la première question, le petit problème, c'est que, alors, on peut se dire, bon, il y a une nécessité, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des gouvernements, quand ils commencent à s'habituer au fait justement de limiter les libertés publiques, de pouvoir agir plus vite, par exemple, un fait incroyable en ce moment, vous avez remarqué que ce n'est plus le gouvernement qui gouverne, c'est le Conseil de défense, mis en place comme il le souhaite par Emmanuel Macron, qui peut décider à chaque Conseil de défense de changer la composition, qui prend des décisions sans aucune responsabilité devant l'Assemblée nationale et qui prend des décisions très vastes. L'autre jour, il y a M. Darmanin qui commence à parler de la loi sur le séparatisme en expliquant « nous avons décidé ça au Conseil de défense ». Ça vous paraît peut-être un détail, mais ce n'en est pas un. Ça veut dire qu'on est en train de passer au niveau de la manière de gouverner, au niveau aussi par exemple, de décisions telles que, il paraît, ils veulent revenir au couvre-feu. Enfin, c'est des expressions de guerre. Où quelque part, la population, on la contraint à quelque chose. On ne fait plus appel à son sens civique, à son sens des responsabilités. On la contraint. Euh, euh, et, euh, et ça, c'est tout gouvernement, au bout d'un moment, il y a un naturel qui revient au galop. C'est plus facile de gouverner comme ça, quand effectivement vous n'êtes plus responsable devant l'Assemblée, quand vous pouvez prendre à peu près toutes les décisions que vous voulez en termes de contraintes vis-à-vis d'une Mais il population. y a une tentation dictatoriale. Bah, non, mais non, il y a une tentation de régime autoritaire. Voilà, déjà, je pense. Et ça, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a un cours qui est pris comme ça. Emmanuel Macron a exacerbé le côté 5e République de décision d'homme seul. On a assisté ces derniers temps, à un moment donné, là aussi au nom de l'état d'urgence d'abord sécuritaire, puis après l'état d'urgence sanitaire, la manière de gérer les conflits sociaux sont d'une façon où on a rarement vu un gouvernement aussi autoritaire. Et là, vous avez vu comme moi que, par exemple, le gouvernement envisage des lois sur la police où on ne pourra plus filmer la police, on ne pourra plus diffuser des images. Ce qui a quand même été, sur certains mouvements sociaux récents, un peu l'assurance pour les militants qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi parce que les policiers risquaient de se retrouver avec des difficultés. Ça, ils veulent le faire sauter. Donc, moi, je trouve qu'on est dans un régime de plus en plus libéral, qu'il n'y a pas qu'en France, hein, qui a déjà pris des voies de plus en plus autoritaires. Mais là, le Covid, à un moment donné, peut être un prétexte pour aller plus loin dans ce sens-là. Et hier soir, à l'Assemblée nationale, vous me parlez, là, on est mercredi, hier soir, il y avait un débat. Monsieur Véran est à l'Assemblée nationale et tout d'un coup, il n'est pas content, puisqu'il a d'habitude une grande majorité. Et là, cette fois-ci, il ne s'était pas mobilisé. Donc, ils étaient en train d'être minoritaires. D'accord. Et là, tout d'un coup, il a pété les plombs en disant « Mais sortez si vous voulez nous empêcher de faire une loi d'état d'urgence, et vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui meurent. » Enfin, il fait une espèce de chantage, je veux dire, à l'émotion et à l'autorité qui n'est pas de mise. On a le droit de discuter de telle ou telle mesure de l'état d'urgence. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Trop? Pas longtemps? Est-ce que, par exemple, comme c'était le cas, on décide que jusqu'à décembre, ça suffit, qu'on peut se revoir pour décider si on continue? Eh bien non, il a pété les plombs. Là, d'un coup, il y a un aspect ultra-autoritaire qui apparaît. Et voilà, je trouve que ce qui se passe avec le Covid n'a fait qu'accentuer cette dérive. Et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète.
Il nous reste 5 petites minutes, Éric Coquerel, le temps passe vite. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, évidemment, les attentats, la guerre qui nous est livrée. Vous avez été accusé, vous, à la France insoumise, hein, de retourner votre veste après avoir soutenu, entre guillemets, l'islam radical. En tout cas, c'est comme ça que vos opposants présentent les choses. Après avoir été peut-être un peu bisounours, je ne sais pas. En tout cas, vous condamnez aujourd'hui, vous appelez au rassemblement des croyants, des non-croyants contre ces violences, contre évidemment les attentats. On vous qualifie, vous le savez, vous avez déjà parlé de ça, d'islamo-gauchiste. Est-ce que soyons simples et clairs, mais est-ce que vous avez l'impression, à un moment quand même, vous, à titre personnel peut-être, je ne sais pas, de vous être trompé sur ce sujet? Non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Je trouve que ces calomnies qui, en plus, deviennent à certains moments de ministres, et suffisamment de ministres pour qu'on pense que tout ça est concerté, Mmh. est une façon grossière à la fois d'essayer d'affaiblir la seule opposition euh, systémique en vue certainement des prochaines élections. Je pense qu'il y a un aspect un peu politicien, mais il y a un autre aspect malheureusement qui m'inquiète, c'est que ce gouvernement reprend aujourd'hui un vocabulaire, des cibles, un discours qui était celui de l'extrême droite il y a quelques années. Voilà. J'entends par Macron-Le exemple... Pen, Macron-Le Pen, même combat. Là, en ce moment, en tout cas, la manière dont quelque part il s'adresse à l'opposition, à tout ce qui est organisation de progressistes, syndicats, associations, en disant que ces gens-là seraient complices d'un assassin terroriste qui a décapité un enseignant. Enfin, excusez-moi, mais je veux dire, soit on a une bascule et ça va être de pire en pire, soit dans quelques années, j'espère qu'on regardera ça quand même avec étonnement. Alors déjà, premier étonnement, c'est que ces gens-là ne peuvent pas nous faire les leçons. Le premier qui a commencé, M. Valls, lui-même a contracté des accords avec l'Arabie saoudite à hauteur de plusieurs milliards. Alors si on dit que l'Arabie saoudite n'est pas une dictature théocratique islamiste, qu'est-ce que c'est? Bon, ces gens-là donc sont quand même les premiers, je parle des ministres, fautifs du fait qu'il y a eu des failles dans le renseignement, parce qu'il y en a eu. Si on m'explique que quelqu'un qui a, à un moment donné, simulé sur une vidéo une décapitation n'a jamais été surveillé, peut se retrouver quelque temps après à en faire une vraie, je parle du jeune Tchétchène qui a assassiné Samuel Paty, bah, il y a des failles. Donc les failles, ce n'est pas nous qui ne gouvernons pas qui sont responsables. Donc déjà, je trouve que c'est fort de café, mais en plus de ça, on voit bien il y a une façon de diviser le pays qui est faire le jeu du terrorisme. Vous me dites, est-ce que vous avez changé? Non, je n'ai jamais changé. Moi, lors des assassinats de Charlie, je me suis tellement opposé, figurez-vous, qu'à l'époque, j'étais un des seuls responsables politiques à avoir mon site internet hacké. J'étais porté plainte, on a remonté la piste, la police a remonté la piste, ça faisait partie d'un groupe d'islamistes politiques en Tunisie, hacké avec des menaces de mort. Bon, parce que j'avais pris des positions fortes et je prends les mêmes aujourd'hui. Simplement, on doit pouvoir dire deux choses. On doit pouvoir dire en même temps, pas une seule compromission et pas une seule naïveté vis-à-vis des actes terroristes, bien évidemment, mais aussi des formes d'islamisme politique, d'accord, qui sont évidemment nos adversaires. Donc, je peux remarquer que les nôtres sont les premiers qui sont souvent assassinés dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. Si vous regardez la liste des gens qui ont été assassinés par l'islam politique, c'est des gens de gauche, proches de nous. Et en même temps, on doit être capable de dire qu'on refuse toute discrimination de nos concitoyens de religion musulmane. On doit être capable de dire, non seulement parce que c'est juste, et moi je le ferai à chaque fois que des gens sont accusés, mais aussi parce que c'est ce que cherchent les terroristes. Ils cherchent à diviser notre société, à une guerre de religion, à laisser penser à ceux qui croient en l'islam qu'ils sont discriminés, qu'ils sont pointés du doigt, que donc, quelque part... Et en même temps, on reproche aux musulmans de France de ne pas descendre dans la rue pour s'opposer de manière, comment dire, physique et en nombre à ce qui se passe. Qui vous dit que ne descendent pas dans la rue. Déjà, vous avez demandé, je ne sais pas comment vous avez reconnu qui était musulman ou pas, ou alors il y a un Non, mais délit je de sale dis, gueule. on reproche, pas moi. Bon, voilà. Oui, d'accord. Sauf que les musulmans de France, comme vous dites, à 98%, ils ne veulent pas entendre parler de ces gens-là. Ils se sentent salis par ces gens-là. D'accord. Mais en même temps, il est hors de question de donner un seul point aux terroristes. Un seul point, qui est le fait, on le voit bien, d'essayer de générer. Et donc, quand M. Castex, je reviens par exemple à ça,
aux 20h de TF1 lundi, explique qu'il ne faut aucune complaisance. Il faut être fier de nos racines, notre identité. Et il dit, par exemple, de nous demander de regretter le colonialisme ou je ne sais quoi encore. Ah bon? Ben voilà, on a passé la ligne rouge. C'est-à-dire que M. Castex estime que les gens qui ont un regard critique sur la colonisation sont finalement des mauvais Français qui, de façon automatique, qui peuvent être complices de terrorisme. Mais dans quel monde selon-nous? Donc le AS avait raison. Donc on estime que en plus de ça, on donne un point à l'islam politique, parce qu'on leur donne l'héritage de l'anticolonialisme, qui a été justement une des pierres angulaires du combat du renouveau de la gauche dans les années 60. Enfin, ce genre de phrase, c'était l'extrême droite qui sortait ça il y a quelques années. L'extrême droite qui pouvait sortir d'une telle ânerie, laissant penser qu'il y a une espèce d'anti-France qui, de façon automatique, serait alliée de nos pires ennemis. Bon, donc, moi, je trouve que tout ça est gravissime, d'autant plus que vous remarquerez, moi, c'est ma conviction, je pense que quand il y a plusieurs faits terroristes comme ça, il y a une extériorité, il y a des groupes extérieurs qui l'expliquent, soit des groupes islamiques type Daesh, Al-Qaïda, soit voire même des États qui peuvent, pour des raisons géopolitiques, engager de cette façon un bras de fer avec la France. Et moi, je ne crois pas à l'ennemi intérieur, je ne crois pas, ou en tout cas, je le crois de manière tellement marginale qu'on a plutôt intérêt dans la situation à rassembler les 99% de Français qui ne supportent pas ces gens-là et qui ont bien raison pour leur dire soyons ensemble au nom de nos principes, au nom de vos valeurs, au nom de l'état de droit, parce que c'est ça que ces gens-là veulent renier. Et quand je dis ça, je crois avoir en aucune manière changé. Dernière chose pour terminer, 2022, Mélenchon, il faut qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas? Il faut qu'il y aille, bien sûr. Non, mais je dis ça parce qu'il y a plein de jeunes dans votre groupe qui ont du talent. Oui, oui, oui. Il y a plein de jeunes qui ont du talent. On a même des gens comme Alexis Corbière, comme moi-même, qui ont du talent. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun d'entre nous qui Je vous est mettais dans capable… les jeunes en même temps. Ah, merci, c'est sympa. Il n'y en a aucun d'entre nous qui est à même, à mon avis, de fédérer notre camp, j'allais dire d'être à la fois le porte-parole le plus efficace, mais aussi celui qui est le stratège le plus efficace et qui est capable de remporter cette élection. Voilà, c'est ce que je crois. À un moment donné, le rôle des individus dans l'histoire, il existe aussi. On ne peut pas remplacer, surtout sur une élection présidentielle, que par ailleurs je condamne comme personnalisation de la vie politique. Mais bon, on n'y peut rien. Si on veut Ça, c'est la Ve République. Ouais. Voilà. Bon, je crois que personne n'est capable justement de rassembler le peuple ou suffisamment du peuple pour espérer être au deuxième tour, espérer l'emporter. Et donc, à partir de là, j'espère que Jean-Luc va se déclarer rapidement candidat. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous dans la causerie.